Alors, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Alô? Alors, merci beaucoup à tous d'être là. Nous avons malheureusement pas tous nos panélistes, mais nous allons commencer cet échange sur le financement des CDN au niveau de la sous-région ouest africaine et ce que la Banque ouest africaine de développement fait pour accompagner le financement et la mobilisation notamment des ressources pour le financement de ces CDN-là. J'ai avec moi actuellement Monsieur Franck Moglo, comme l'envie Moglo, pardon, qui est le représentant du président de la Banque ouest africaine de développement au niveau du IDFC. Et très rapidement, vous présenter d'abord ce que la banque fait sur le financement des CDN. Depuis 2023, la banque a initié un programme d'investissement climat au niveau des pays de la sous-région. Et alors, on dirait qu'on ne m'entend pas là. Vous m'entendez? Oui. Alors, donc je disais que la banque a initié un accompagnement au niveau des États pour vraiment mobiliser des ressources adaptées aux besoins des projets de développement au niveau de la sous-région ouest africaine et notamment axés sur les programmes d'investissement climat. Et donc, ces programmes-là sont co-construits avec les secteurs au niveau des pays et pour permettre d'avoir un portefeuille digne de projets pour mobiliser des ressources au niveau des pays. Au niveau de l'UEMOA, aujourd'hui, nous avons fait un exercice où nous avons déjà mobilisé, où nous avons déjà fait ces programmes-là dans 7 des 8 pays de l'UEMOA. Et donc, aujourd'hui, nous avons quand même une architecture de ce que c'est que les besoins au niveau des pays et les besoins notamment sur le montage des projets. En 2023, à la COP de Dubaï, la banque a mis en place un fonds d'études climat pour accompagner justement des projets, des développeurs de projets, les États, le secteur privé aussi, à financer des projets qui aident les pays à respecter leurs engagements sur les changements climatiques. Donc, dans ce cadre, on a travaillé avec les pays, au niveau des pays, on a regardé avec les sectoriels quels sont les types de projets, les projets prioritaires que les États voudraient mettre dans leur CDN pour justement accompagner cet élan de mobilisation de ressources. Et donc, on a on a identifié trois types de projets. Des projets matures qui sont déjà prêts à être financés, qui pourront bénéficier des financements. Et on a aussi des projets qui sont à l'étape d'idée de projet, qui pourraient bénéficier d'un type de financement. Et en dernier lieu, nous avons d'autres projets qui sont juste des projets que nous identifions ensemble sur le terrain avec les parties pour pouvoir mobiliser ce portefeuille. Donc, c'est globalement l'exercice que nous sommes en train de faire et dire que la banque aujourd'hui développe des instruments innovants pour accompagner la dynamique de mobilisation de ressources au niveau des États. Et comme je l'ai dit dans un panel précédent, la question de la ressource n'est pas le frein, l'élément le plus bloquant. L'élément le plus bloquant, c'est d'abord d'avoir des projets bien mûrs, bien structurés et pour pouvoir être présentés. Et le second élément, c'est que les ressources que nous avons aujourd'hui, que nous mobilisons sur le marché aujourd'hui, ne sont pas adaptées aux besoins du développement dans nos pays. Et donc, il faut aller trouver des instruments, il faut aller trouver des schémas qui permettent au secteur privé de venir financer ces projets-là. Et nous avons fait un état des lieux dans notre sous-région qui nous dit que 70 à 80% des ressources nécessaires pour le financement
des engagements des pays, que ce soit à l'accord de Paris ou sur les ODD globalement, viendront du secteur privé. Et vous savez que le secteur privé finance des projets seulement quand il y a un retour sur investissement, parce que le secteur privé ne fait pas de dons ou autre. Donc, quand ils mettent de l'argent, ils veulent un retour sur investissement positif. Donc, nous essayons de mettre en place des instruments qui font que les projets financés aujourd'hui, qui n'attirent pas le secteur privé, puissent avoir d'autres types d'instruments comme les crédits carbone, comme les impacts et autres, pour venir apporter de l'additionnalité, de la concessionnalité au projet pour permettre d'avoir un meilleur retour sur investissement. Donc, c'est globalement le travail que la BOAD fait. Au niveau du IDFC aussi, il y a un travail qui est fait pour accompagner les États sur les questions des CDN et autres. Et je vais donner la parole à monsieur Komlanvi Moglo, qui est le représentant du président de la BOAD au IDFC, pour nous présenter un peu le travail que le IDFC fait sur l'accompagnement sur les CDN. Merci. Oui, merci beaucoup, Moubarak, pour cette introduction. Je vous remercie tous. Alors, l'International Development Finance Club, qui est le club des banques de développement sur le financement, effectivement, pour cette introduction. Je vous remercie tous. Changement climatique. Alors, Paris Alignment, c'est-à-dire l'alignement sur les accords de Paris et le financement des ODD. C'est 27 membres, 27 banques de développement qui se sont réunies ensemble pour dire, écoutez, nous pensons que depuis l'accord de Paris, il y a plein de choses que les banques, il y a un rôle central que les banques de développement doivent jouer. Et donc, sur cette base, mettons-nous ensemble et puis essayons de travailler afin de mobiliser plus de ressources concessionnelles et de faire mieux ce financement-là, effectivement, du développement dont nous avons tous besoin. Et ce financement de développement ne se fait pas comme ça, comme vous le savez, c'est toujours aligné sur les CDN. Et les membres, effectivement, de l'IDFC, ces 27 banques de développement, ont un mandat pour le secteur public comme pour le secteur privé. Donc, ce qui veut dire que quoi? Au niveau du secteur public, effectivement, les CDN validés par le pays sont utilisés dans le cadre de la conception, si on peut le dire, de l'origination, effectivement, des projets que nos banques financent. Et du secteur privé également, on encourage beaucoup également la participation du secteur privé avec le secteur public et les banques de développement pour le financement, effectivement, de ces CDN-là. Il faut dire que nous avons plus de progrès, si on peut le dire un peu, avec les banques européennes, si on peut le dire, surtout avec leur CDN. Mais il faut dire qu'aussi, au niveau de l'Afrique, il y a un vrai mouvement, il y a un vrai engouement, mais souvent, et comme vous le reconnaissez tous, les ressources ne sont pas souvent adéquates pour financer ces choses-là. Aujourd'hui, le sujet que porte Monsieur le Président de la BOAD, qui est également le président de l'IDFC, est non seulement de défendre ces sujets-là dans les grandes sphères internationaux, pour parler un peu des difficultés que les banques de développement des pays du Sud ont vis-à-vis du coût de la ressource. Le coût de la ressource est important parce que, vous le savez très bien, on peut avoir des jolis CDN avec de jolis programmes et de jolis projets, mais si le coût de la ressource qui est rétrocédé aux États ou au secteur privé est assez cher, on ne pourra jamais atteindre les objectifs qui sont fixés au niveau de ces CDN-là. Donc, voilà pourquoi il est assez important de porter ces sujets-là dans les sphères comme l'IDFC et également au niveau du FIX, plus globalement, qui est le financement en commun, qui rassemble pratiquement 350 banques de développement et banques nationales également de par le monde, où nous portons effectivement les sujets de la nouvelle architecture financière et également la promotion effectivement de la ressource concessionnelle pour que les pays du Sud arrivent à avoir les moyens assez nécessaires pour pouvoir financer effectivement leur développement. On ne dissocie plus au niveau de l'IDC, on ne dissocie plus le climat du développement ou quoi que ce soit. On suppose que c'est un projet climat est un projet de développement. Un projet de développement doit systématiquement inclure effectivement tous les aspects climat. Donc, on ne dissocie pas. Donc, ce qui fait que nous avons au niveau du club pas mal de projets et à la fin de l'année, nous faisons un exercice que nous appelons la cartographie verte de l'IDFC qui effectivement définit exactement combien chacun des membres du club a mis dans le financement vert de ces pays ou bien du secteur privé ou bien des différents membres effectivement qui sollicitent
un appui financier auprès de ces différentes banques qui font partie du club. Et in fine, pour apporter encore plus de clarté même sur la technicité, le besoin effectivement de financer ces CDN-là, nous avons au sein du club des groupes de travail qui sont dédiés effectivement à tout ce qui est les objectifs de développement durable, à tout ce qui est le marché carbone, à tout ce qui est l'alignement sur les accords de Paris. Nous travaillons même jusqu'à même évaluer comment effectivement les banques qui sont dans ce club-là arrivent à financer et à tracer et à suivre effectivement ces financements qu'ils adossent au niveau des CDN et également au niveau des priorités de l'État et des priorités qui sont fixées au niveau de ces CDN. Donc, globalement, voilà un peu ce que nous faisons. Nous avons un impact assez important quand il s'agit de financement vert. Le tableau suivant qui couvre peut-être ce pavillon, vous verrez les chiffres qui sont adossés non seulement à l'adaptation, à l'atténuation, au changement climatique plus globalement, mais c'est pour dire que ce n'est pas encore suffisant. Nous voulons encore plus parce que les besoins sont croissants et nous allons travailler en bonne synergie effectivement avec les autres clubs également et les autres membres pour pouvoir toujours porter le sujet du financement, c'est-à-dire du coût de la ressource pour pouvoir faciliter effectivement le financement des CDN. Donc, voilà un peu globalement ce que j'ai à dire un peu sur ce que nous faisons avec les CDN, les priorités effectivement au niveau du club IDFC. Et je suis disponible s'il y a des questions également. Merci. Merci beaucoup à cher ami Moglo pour la présentation très succincte mais très dense des informations sur l'IDFC. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions dans l'audience à Moglo ou à moi-même ou des commentaires à faire sur ce qui a été présenté. Merci. Bien, merci beaucoup pour votre présentation. Dans la présentation, j'ai pu comprendre que IDFC rassemble un peu les organismes de développement en termes de financement. Est-ce qu'on peut être un peu plus concret dans la cartographie des financements verts qui est faite en termes de bilan ou bien en termes de cibles? Est-ce qu'il y a des objectifs qui sont fixés par organisation ou bien pour le club? Et puis, par rapport à ces cibles-là, quels sont les résultats à date, à ce jour, par rapport à cela? Et quelles sont vos perspectives? Merci beaucoup pour cette question, très pertinente d'ailleurs. Alors, ça tombe bien parce que c'était effectivement hier que nous avons lancé notre New State of Ambition, c'est-à-dire que notre nouvel engagement en termes d'ambition. Et il s'agit ici de 1000 milliards de dollars pour 2030. 1000 milliards de dollars que nous nous sommes fixés en tant que club, en tant que banque de développement conscient des différents challenges que nous avons, conscientement de la nécessité consciente également de la nécessité de mobiliser des ressources concessionnelles visant effectivement à régler les problèmes de développement et de financement vert. De par le passé, il faut dire que nous avons eu plusieurs ambitions que nous avons également dépassées. Les chiffres m'échappent un tout petit peu, je pourrais vous les communiquer après, spécifiquement sur tout ce qui est atténuation, adaptation, parce que nous avons des critères très rigoureux qui définissent ce que c'est qu'un projet d'atténuation et un projet d'adaptation. Il faut dire que pour certains, et dans certains domaines, quand vous les demandez par exemple aux ingénieurs infra qui font des routes, comment est-ce qu'on peut classer leur projet, ils vont vous dire c'est un projet d'adaptation. Pour eux, c'est un projet d'adaptation. Mais chez nous, par exemple, au niveau de l'IDFC, même au niveau de la banque, nous ne considérons pas ces projets-là comme des projets d'adaptation. Donc, les critères sont très, très, très stricts et nous essayons de définir des critères qui sont effectivement logés
partager au niveau de ce qu'on appelait tout à l'heure le FIC, c'est-à-dire le financement en commun. Ce sont des règles et des critères que nous sommes définis en tant que banque de développement et membres, ou bien banque active pour le développement, donc ça s'appelle banques nationaux et puis également régionaux comme multilatérales, d'être très strict effectivement sur ce qu'on peut appeler projet atténuation comme adaptation, afin qu'on ne confonde pas les deux, afin également d'éviter tout ce qui est greenwashing. Donc, sincèrement, les chiffres, comme je vous avais dit, Non-New State of Ambition, c'est ça, c'est 1000 milliards pour la vision 2030, qui est également sur tout ce qui est biodiversité, adaptation et atténuation. Donc, voilà un peu l'objectif que nous sommes donnés pour la vision 2030. Et de par le passé également, je pense que je vais partager avec vous le lien pour la cartographie verte de cette année et comme l'année antérieure. Comme ça, vous aurez également plus d'éléments et plus d'informations sur ça. Merci beaucoup. Merci. Juste avant de passer la parole à cher ami Guy pour ta question, je voudrais tout simplement dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez au niveau de la Banque africaine de développement, qui est membre de l'IDFC et qui préside aujourd'hui le IDFC, c'est aussi une ambition que nous portons sur les questions liées au changement climatique et au développement durable. Notre plan stratégique qui finit cette année, que nous sommes en train d'actualiser d'ailleurs, vise à réorienter 25% des financements de la banque sur la question du développement durable. Aujourd'hui, il faut dire que quand nous faisons un mapping de ce que nous avons pu financer en termes de développement durable et de climat globalement, nous sommes autour de 32 à 35%, ce qui dépasse largement l'objectif qu'on s'était fixé. Et donc aujourd'hui, la banque est la première institution de financement dans l'espace UEMOA. La banque injecte environ 1,3 milliard d'euros par an dans les économies de l'UEMOA. Donc, c'est la première banque d'investissement dans notre espace. Et l'idée de notre nouveau plan stratégique, puisque nous avons réussi à doubler notre capital, on est passé de 1,5 milliard de dollars à 3 milliards de dollars. Donc, l'idée aujourd'hui, avec cette augmentation du capital, ça nous permet de doubler nos interventions. Donc, ça vous donne un peu une idée de ce que nous voulons faire. Nous avons comme ambition aujourd'hui pour le financement au niveau de notre sous-région. Et avec les instruments financiers que la banque développe depuis un certain temps, donc la titrisation, les assurances et autres, nous arrivons à mobiliser entre 4 et 7 fois plus de ressources quand nous finançons un projet. Donc, un franc que la banque injecte dans notre économie, ça permet d'attirer entre 4 à 7 francs plus de ressources dans notre sous-région. Donc, ça vous donne un peu une idée de ce que la banque a comme ambition dans les prochaines années sur le financement de notre sous-région. Guy, avant de te passer la parole, nous avons été joints par le directeur du développement, en charge du développement durable du Conseil Café Cacao de la République de Côte d'Ivoire. Et nous allons très rapidement lui passer... on va une seconde pour réajuster. Voilà. Donc, nous allons très rapidement lui passer la parole. Et déjà vous remercier. Ce matin, ce n'était pas évident de traverser les foules pour entrer. Déjà vous remercier pour la disponibilité et puis pour être là. Et très rapidement, nous allons vous passer la parole pour nous rappeler les défis climatiques auxquels fait face la filière café-cacao en Côte d'Ivoire. Souligner aussi les efforts et les engagements du Conseil Café-Cacao pour une mutation profonde de son cadre institutionnel, de ses process et tout ce que le Conseil Café-Cacao fait en lien avec pour adoucir le choc climatique dans le secteur du café-cacao et ensuite les actions menées globalement pour la mobilisation des financements. Donc, merci beaucoup encore et vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Je suis Dr Taï, directeur en charge de la recherche et de la lutte contre le changement climatique au sein du Conseil du café-cacao. Alors, nous savons que le changement climatique est une réalité dans le monde entier. Et justement, face à cela, la filière café-cacao, pour ne pas dire le conseil du café-cacao, justement,
est en train de mener plusieurs actions pour pouvoir atténuer, bien entendu, les effets, n'est-ce pas, de ce changement climatique. Les principaux défis climatiques auxquels, justement, la filière est confrontée, il y a d'abord le stress hydrique et thermique sévère. Hier, dans ma présentation, vous avez dû voir que je présentais des jeunes cacaoyères qui avaient du mal à s'installer, du fait, n'est-ce pas, de la sécheresse. Dans les zones les plus marquées, vous avez des périodes de sécheresse qui vont jusqu'à 3, 4, voire 5 mois consécutifs. Il s'agit quand même de matériel vivant. Si vous n'avez pas, s'il n'y a pas de pluie, les cacaoyers finiront par mourir. Donc, c'est un véritable défi. Il y a la pression parasitaire en augmentation. On connaissait déjà certaines maladies telles que la pourriture brune des cabosses, mais aujourd'hui, avec le changement climatique, se traduit par des fortes pluies dans certaines régions. Les cabosses bien obtenues finissent par pourrir et les producteurs ne peuvent rien tirer justement des fèves de ces cabosses qui sont atteintes de pourriture brune. Donc, en termes de défis, il y a déjà ces deux cas majeurs que je voulais citer. Il y en a d'autres maladies. Il y a des ravageurs émergents. Je parlais de Akea hier, qui sont des ravageurs qui sont sortis subitement dans certaines régions. Et donc, il faut mettre en place un système d'alerte précoce pour pouvoir prévenir ces cas de figure. Je voudrais juste m'arrêter là en termes de défis. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, dans la filière café-cacao en Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a quelques mois, on a vu qu'il y a eu une augmentation du prix. Hein, il y a une augmentation du prix et vraiment, c'est des actions que les cacaotiers ont vraiment applaudi. Est-ce que c'est une réalité sur le terrain aujourd'hui? Mais c'est une réalité. Il suffit d'aller sur le site du Conseil du café cacao, vous le verrez. Les producteurs, justement, à l'annonce du nouveau prix, n'ont pas manqué d'exprimer leur grande satisfaction. C'est justement une politique aussi qui consiste pour le Conseil à encourager les producteurs pour que déjà, avec ce qu'ils ont un prix rémunérateur intéressant, qu'ils n'aient pas besoin de forcément aller détruire la forêt pour avoir suffisamment, n'est-ce pas, de cabosses. On paye déjà bien. Ça fait partie de la politique pour encourager justement les producteurs à ne pas déforester. Donc, c'est une réalité. C'est une réalité. Merci. Alors, je vais passer la parole à Guy Djombé qui avait une question. Et peut-être si vous avez d'autres questions dans le public aussi. Merci beaucoup pour la parole donnée. Je suis Guy Djombé de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Je ne sais pas si ces deux questions que je vais faire, poser aussi ces deux commentaires. Je vais dire au Conseil Cacao Café de Côte d'Ivoire que l'augmentation du prix de cette matière première au Cameroun, qui est aussi un pays important en matière de production de cacao notamment, s'est traduit par, je ne veux pas dire de la débauche, mais les cacaoculteurs ont affiché une autre façon de vivre et on les dessinait sur les toits des maisons. C'est juste pour dire, pour rire. Maintenant, je vais revenir à vous, docteur Moglo. Dans votre présentation, j'ai cru entendre le volume des ressources que IDFC entend mobiliser à l'horizon 2030. Je ne sais pas si l'élément de réponse à la question que je m'en vais vous poser est l'information donnée par le collègue, parce que j'ai cru comprendre que l'effet de levier au niveau de la BOAD, aujourd'hui, c'est pratiquement du 1 pour 7. Est-ce que c'est dans cette proportion que IDFC devrait mobiliser les 1000 milliards ou alors c'est en termes de montant net? Donc, est-ce 1000 milliards avec l'effet de levier ou 1000 milliards le montant effectivement mobilisé? C'est juste pour ma clarification. Alors, c'est 1000 milliards à mobiliser sans effet de levier. OK, donc c'est un state of ambition qu'on s'est donné. Maintenant, l'effet de levier se fera automatiquement. Puisque le financement est mobilisé, il est là et l'action est faite, c'est-à-dire le financement est utilisé pour le financement, enfin, les ressources sont utilisées pour le financement des projets de développement sur le terrain. Donc, l'effet de levier s'associe automatiquement. Donc, ce qui veut dire que l'impact, lorsqu'on va le mesurer, serait plus que les 1000 milliards que nous avons mis à disposition des pays ou bien des porteurs de projets dans nos diverses régions. Voilà. Merci. Merci. Tout à l'heure, Dr Taï a fait son intervention sur notamment les défis qui se présentent à la filière cacao.
As I said, par rapport it's really à la hard crise to find climatique. the balance On a on finding vu this common zone que c'est where we surtout des can pics say, de okay, sécheresse this is qu'il a the dit, et common puis line that de everybody l'essence can des go through, ravageurs. and the margins Avant where cela, vous avez people fait can votre intervention sur le reality. And you comment don't relever un have peu de différentes villes. Comment all que ce soit different l'IDFC ou la BOAD peut accompagner la filière cacao en particulier, mais aussi les producteurs, us to à imagine lever les everything that we défis, need to be étant donné que worried la plupart about des défis qui ont été cités sont surtout liés pour So, le contexte de la Côte d'Ivoire I à une forte think we déforestation are qu'on a connue, moving donc qui accentue more les compared problématiques de of different sectors. baisse I de la think this is pluviométrie, one donc piece that accroissement I am I am part of des one sécheresses et of the autres. biggest Comment est-ce qu'on peut faire la committees, jonction, and de sorte qu'on puisse people are lever really ces défis-là et active donc à la on fin, the hein, c'est meetings. de parvenir à I'd accroître le like to revenu des congratulate producteurs. the delegates Alors, who je pense que je vais répondre et puis je vais laisser la parole également really à Mubarak in pour compléter different peut-être. Alors, ce que je peux dire est simple. La banque est ouverte. En fait, comments and pour nous, c'est plutôt les porteurs de projets que nous for the recherchons market. et qui nous recherchent également. Peut-être c'est And we cette are now, opportunité-là of qui ne se course, fait pas assez, really deeply où les engaged porteurs de on the projets process peuvent of the venir vers nous. Parce que revision les of projets the de reforestation, par standards exemple, and ou bien les the projets d'agriculture new work intelligente, item ça, proposals ce that sont des projets que are going to be developed automatiquement, for si the vous nous next demandez years. un avis d'intérêt sur le financement de ce projet-là, on vous le fera automatiquement. Ce n'est même pas à discuter. Donc, peut-être c'est l'occasion de lancer encore un appel aux porteurs de projets sérieux et qui travaillent effectivement dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations ou carrément du secteur privé pour l'amélioration de ses affaires, de s'approcher vers nous avec un plan d'affaires et des idées de projets qu'on pourra financer. On va même plus loin pour vous dire, on va même plus loin, c'est-à-dire que nous aujourd'hui, surtout au niveau de la finance climat, nous on origine à partir de l'idée de projet. Notre cycle de projet commence avec l'idée de projet. Donc, ce qui veut dire que si vous avez une idée de projet climat aujourd'hui qui est un projet qui associe vraiment le climat, ben, on vous aide à originer le projet. On va plus loin même à financer même les études. Peut-être je vais laisser cette partie-là à M. Bombaré de compléter. Mais au niveau de l'IDFC, je peux vous dire que au niveau de nos membres, nous avons plusieurs séances de renforcement des capacités également que nous apportons pour apporter plus d'informations aux banques qui servent de front office, si on peut le dire, pour les porteurs de projets, pour les informer des différents tuyaux, des différents mécanismes et outils qui existent pour améliorer effectivement leur quotidien. Quand on parle de projets agriculture, par exemple, au niveau de l'IDFC, l'outil exact, par exemple, de la FAO, et on a d'autres outils également comme ça qui ont été développés par la facilité climat de l'IDFC qui permettent aujourd'hui à nos membres d'utiliser et d'avoir plus de données plus fiables dans le cadre de montage de projets qui sont, par exemple, soumis à l'attention ou bien au financement du Fonds vert pour le climat ou bien du FEM ou du Fonds d'adaptation ou autres fonds. Donc, vraiment, sur le volet IDFC, c'est ce qu'on fait, mais je vais laisser la parole à Moubarak pour ajouter un peu plus Merci sur le beaucoup, volet. merci beaucoup, Dr Mouglo, pour cette présentation. Alors, moi, je peux vous dire, hein, il y a un truc que je dis souvent, il y a l'argent n'est pas le problème. L'argent n'est pas le problème, et je pense que nous avons pu regarder, nous avons pu voir cet état de choses. Et je donne toujours l'exemple de la période de la Covid. Pendant la période de la Covid, il y a eu des besoins énormes de ressources et le secteur privé s'est mobilisé pour mettre en place les financements nécessaires. Et c'est parce qu'il y avait des outils de garantie nécessaires qui ont donné une certaine garantie au secteur privé que le secteur privé a mis les ressources. Et donc les États ont mis en place un cadre réglementaire institutionnel attractif avec les incentives en français, c'est les incitations, avec des incitations pour attirer le secteur privé. Des instruments comme la BOAD, le Fonds vert et autres ont mis en place des instruments de garantie et autres pour permettre de donner un confort au secteur privé. Mais on a remarqué que le secteur privé a pour le financement, pour les besoins de financement. Et donc, si on met d'instruments d'architecture, vous verrez que pour le climat aussi, ça viendra. Et c'est pareil, c'est un peu ce que la BOAD est en train de faire. J'ai dit tout à l'heure que la BOAD a mis en place un fonds d'études climat. Nous avons un fonds d'études classique pour le financement des projets classiques, mais quand vous avez un projet qui ne finance pas d'ailleurs le secteur privé, qui ne finance pas les études du secteur privé, mais nous avons maintenant mis en place un fonds d'études climat qui spécifiquement, même si vous êtes du secteur privé, que vous avez une idée de projet,
nous pouvons vous accompagner à développer, à faire des études de ce projet-là et pour bénéficier des ressources. Mais ce n'est pas un don parce que ces ressources-là, lorsque le projet est développé et qu'il est financé, ces ressources-là sont remises dans le coût du projet, ce qui est tout à fait normal. Et donc, c'est pour inciter, pour encourager les acteurs du secteur privé, justement, à s'intéresser à ce type de projet-là que nous avons mis en place, ce mécanisme pour accompagner les acteurs du secteur privé. Et dire qu'aujourd'hui, la banque est en train de travailler même sur des financements propres de ces ressources pour mobiliser un certain nombre de projets. Il y a quelque chose que les promoteurs ne font pas assez. Les promoteurs ne font pas assez ce que les Anglais appellent le homework avant d'aller vers un bailleur de fonds. Vous voyez, parfois, il y a des développeurs de projets, des gens qui envoient des lettres, une lettre à la BOAD par exemple, pour demander un financement pour un projet de 500 millions de francs CFA. Et très sincèrement, en tant qu'analyste financier, quand j'ai un promoteur qui vient vers moi avec un projet où il demande à la BOAD de le financer à 500 millions de francs CFA, mon premier réflexe est de dire ce promoteur-là n'a pas fait son exercice. Je ne veux pas dire ce promoteur-là n'est pas sérieux, mais il n'a pas fait un exercice de base. Sinon, il ne serait pas venu vers la BOAD parce qu'il n'a pas regardé en amont les critères d'éligibilité de la BOAD avant d'aller vers la BOAD. Et c'est un appel que nous faisons. Nous avons aujourd'hui des accompagnements que nous faisons à travers le Centre régional de collaboration, l'Alliance ouest africaine sur les mécanismes de marché, la finance climat et d'autres acteurs pour accompagner justement les acteurs du secteur privé à mieux structurer leurs projets et à les orienter vers des acteurs clés pour financer leurs projets. Nous avons au niveau du Centre régional de collaboration que la BOAD abrite, développé un mapping sur l'ensemble des ressources techniques et financières disponibles pour le financement des projets. Et donc, quand vous prenez cet instrument-là, il vous dit, quand vous avez des besoins de financement d'un certain niveau, voilà les acteurs vers lesquels il faut aller, ainsi de suite. Et ça vous donne même, ça vous empêche de perdre le temps, parce que quand vous envoyez un projet à la BOAD et que même si c'est 2 jours que ça prend, c'est du temps que vous avez perdu. Donc, ce mapping-là permet quand même d'avoir une idée globale sur et nous sollicitons, nous prions encore les acteurs du secteur privé à faire eux-mêmes un homework sur eux avant même de développer le projet. Parce que si vous développez un projet, il faut que les critères d'éligibilité du bailleur de fonds vers lequel vous allez soient incorporés dans votre projet pour vous faire gagner du temps et pour ne pas perdre du temps. Donc voilà un peu les questions, les clarifications que je pourrais apporter. Et il y a eu des questions adressées au Café Cacao, Conseil Café Cacao, dont je vous laisserai prendre la parole aussi. Merci. Merci. Allô, merci bien. Je pense que... Pardon. Excusez-moi. Je pense que la tribune qu'offre justement, pardon, la tribune offerte par la COP30 est une véritable opportunité pour quand même faire connaître un certain nombre d'actions menées par le Conseil, justement en lien avec les appuis financiers nécessaires pour poursuivre un certain nombre d'initiatives au bénéfice de la filière café-cacao. Au nombre donc de ces actions qui sont des actions que nous voulons structurantes, il faut citer par exemple le recensement national de plus d'1 million de producteurs et de leurs vergers. C'est très important pour la filière parce que pour pouvoir travailler dans la filière, il faut quand même savoir on a combien de producteurs, c'est important. Et donc, il y a également la mise en place du système national de traçabilité, désormais obligatoire au regard des exigences internationales telles que l'UDR, afin d'assurer la transparence, lutter contre la déforestation, sécuriser le flux. Les flux physiques et financiers garantissent le paiement du prix bord champ. Il y a le renforcement de la gouvernance, du suivi, évaluation et de la politique RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, ainsi que la promotion de l'agroforesterie, conforme à la norme AS 1000 qui est aujourd'hui une obligation, n'est-ce pas? Parce que justement, nous voulons transformer toutes les plantations de cacao en des systèmes agroforestiers à base de cacao pour le bien des producteurs et donc pour également atténuer justement les effets du changement climatique, comme on l'a déjà dit depuis hier. Et la création en cours d'un institut de recherche dédié, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore su, mais nous voulons, n'est-ce pas, reconstruire la station de recherche sur le café et le cacao qui est basée à Divo,
pour avoir une station aux normes, une station qui est capable vraiment de faire face aux défis de la recherche aujourd'hui. Vous voyez, les défis sont très importants. On parle des changements climatiques, il y a bien d'autres choses. Et donc, si nous n'avons pas un institut de recherche justement digne de ce nom, à la pointe de la technologie, il sera difficile d'atteindre cet objectif, justement. Alors, un autre point important que j'avais voulu souligner, c'est l'organisation conjointe d'événements de haut niveau pour accroître la visibilité des actions climatiques du secteur. Et dans ce cadre-là, justement, le projet de contribution à la réforestation dans la forêt Guiglo 2, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de contribution à la réforestation, constitue un exemple concret et structurant. Cette forêt urbaine, mon frère est là, il en sait bien quelque chose, de 218 hectares dégradés mais légalement sécurisés, offre une opportunité unique de restaurer un écosystème essentiel tout en créant justement un espace dédié au cacao. Voilà. 100 hectares reboisés, zone d'agroforesterie, ainsi de suite. Ce projet représente une vitrine de l'engagement du Conseil du café et cacao en faveur de la réforestation, de la création de topos climat favorables, de la sensibilisation par l'action et de l'innovation agronomique. Il s'agit donc d'un projet très important, justement, qui a déjà fait l'objet de signature avec la BOAD. C'est vraiment le lieu d'en parler et le Conseil se félicite de toutes ces actions qui sont menées pour pouvoir vraiment atténuer un tant soit peu, justement, les effets du changement climatique en Côte d'Ivoire. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a des questions encore dans l'Assemblée. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci, Dr. Tailly. Moi, c'est le ministère des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire. Le Dr. Tailly vient de faire une importante annonce sur un projet d'importance pour le ministère des Eaux et Forêts. En fait, le site du projet qu'il a indiqué tout à l'heure, la forêt de Guiglo, se trouve au centre de la Côte d'Ivoire. C'est dans une zone vraiment très sensible sur le plan climatique où on enregistre des sécheresses sévères. Et c'est un site qui avait été créé dans le temps par le premier président de la République de Côte d'Ivoire, le président Houphouët-Boigny, en hommage à son passage à Guiglo dans l'ouest de la Côte d'Ivoire pour constituer un peu un réservoir de biodiversité dans le centre. Maintenant, avec le temps et les crises climatiques que nous avons eues, la forêt a été fortement dégradée. C'est une forêt qui est située en zone urbaine et donc il y a eu des agressions multiples. Et depuis un moment, nous avons en idée d'élaborer un plan d'aménagement pour réhabiliter de façon durable vraiment cette forêt. Et donc, nous étions confrontés à des problèmes de financement et nous saluons donc l'engagement du Conseil Café Cacao à accompagner le ministère des Eaux et Forêts à réhabiliter durablement cette forêt et aussi à mettre en place des parcelles d'agroforesterie basées sur le cacao. Vraiment, je voudrais, au nom de mon ministre, saluer cette initiative que nous soutenons pleinement et je voudrais traduire ici la gratitude du ministre Laurent Tchagba pour cette initiative. Merci. Non, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Je pense que c'est important de souligner la collaboration entre les institutions, entre les partenaires sur le plan local. Et je vous remercie vraiment pour cette intervention. Est-ce que nous avons d'autres questions? Si nous n'avons pas d'autres questions, c'est le lieu de vous remercier, de remercier le docteur Tailly. Bon, j'ai 2 docteurs aujourd'hui. Peut-être que je deviendrai très rapidement le 3e docteur. Merci au docteur Tailly, merci au docteur Moglo pour la présentation des actions au niveau de vos structures respectives et de partager tous les éléments que vous avez partagés. Merci au public aussi pour votre engagement et l'intérêt suscité dans ces questions-là. Je vais clôturer en disant que la Banque ouest-africaine de développement, en lançant les programmes d'investissement climat des pays, c'est non seulement pour accompagner la dynamique des pays à développer des portefeuilles de projets, mais aussi pour les aider à mobiliser des ressources adaptées aux besoins des financements de ces projets-là. Parce que c'est vrai qu'il y a l'argent, mais si l'argent qu'on vous met sur la table, tout à l'heure, le docteur Moglo a parlé du coût de la dette, et si nous avons de la ressource que nous ne pouvons pas mobiliser pour financer les projets, ça ne sert vraiment à rien. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de synchroniser non seulement le développement des projets, mais aussi avec la mobilisation des ressources que nous avons pour pouvoir financer de façon adéquate et avoir un impact. Et le président de la BOAD insiste sur ce point-là
Aujourd'hui, pour la BOAD est très reconnue pour le financement de ces projets, mais la question de l'impact reste le sujet central. Et notre action aujourd'hui en tant que Banque Ouest Africaine de Développement, c'est le sujet du développement, c'est l'impact sur les populations. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça change dans le quotidien de nos populations? C'est le mot qu'il faut terminer. Et je pense que dans nos réflexions, dans nos réflexes, il faut que nous gardons toujours à l'esprit l'impact de nos actions sur nos populations. Je vous remercie et vous souhaite une bonne continuation pour la COP.